Donc la présentation que je veux vous faire, c'est sur l'économie bleue. On va en parler juste après. C'est une présentation qui est inspirée d'un livre de Gunther Pauli qui s'appelle L'économie bleue. Vous pourrez le consulter, voilà, je pourrais le faire passer, vous pourrez le consulter après. Moi, c'est Oliver Benz, et la raison pour laquelle j'en suis venu à proposer cette présentation, c'est que j'ai découvert ce livre en fait au printemps. Et ça a été vraiment une révélation pour moi parce que en fait, j'ai fait des études d'ingénieur, j'ai fait des études d'administration d'entreprise. Et donc, en fait, c'est des compétences qui sont avec lesquelles on peut faire beaucoup de choses. Mais quand je suis sorti d'études, je me suis rendu compte que la plupart du temps, ces compétences-là, elles n'étaient pas utilisées pour prendre soin de la planète. Et que l'entrepreneuriat, ce n'était pas forcément associé à l'écologie, et que l'administration d'entreprise, ce n'était pas non plus associé à l'écologie. L'ingénierie, l'industrie, c'est généralement pas des savoir-faire qui sont associés à l'écologie. Et donc, pendant une longue partie de ma vie, j'ai mis un peu de côté toute cette partie-là et toutes ces compétences sur l'économie, la gestion, l'entrepreneuriat, l'industrie, en me disant, en fait, tout ça, ça produit que des choses sales. Et en fait, en découvrant l'économie bleue, je me suis rendu compte que c'était une possibilité de ramener l'industrie, l'économie, la gestion, l'entrepreneuriat dans l'écologie, avec une approche un petit peu différente. Et c'est la raison pour laquelle voilà, ça a été vraiment un déclic pour moi et j'ai eu envie de faire cette présentation ce soir. Donc on va essayer de comprendre un petit peu ce qu'est l'économie bleue. Là, en 3 mots, ça serait s'inspirer de la nature, s'inspirer du fonctionnement de la nature. Ça serait changer les règles du jeu par rapport aux habitudes actuelles et répondre aux besoins des populations avec les ressources qui sont disponibles localement. Donc ça, c'est trois grands points, mais on va voir plus en détail tout ça. Bleu, pourquoi? On va le voir juste après, mais notre planète, c'est la planète bleue, en tout cas vue du ciel, et on aimerait bien qu'elle reste bleue encore un petit moment, quoi. Donc voilà pourquoi ça s'appelle l'économie bleue. Les océans sont bleus, le ciel est bleu, et on aimerait que ça reste de cette couleur-là. Donc on va voir... Donc l'économie bleue, elle arrive en fait comme un modèle un petit peu de remplacement par rapport à l'économie verte. L'économie verte, c'est ce qu'on nous propose aujourd'hui. L'économie verte, ça paraît pas mal comme ça. Donc elle vient en remplacement de ce que Gunther Pauli appelle l'économie rouge. L'économie rouge, ça serait la période d'industrialisation qui est en place depuis il y a 200 ans, où on pollue vachement et... donc ça serait l'économie rouge. Et depuis du coup quelques décennies, on a commencé à proposer un système un peu alternatif qui est l'économie verte. Alors ça paraît plutôt bien comme ça. Le premier bémol, c'est que ça coûte en général un peu plus cher l'économie verte. Un produit détergent écologique, ça va être un petit peu plus cher que le produit détergent bon marché que vous allez trouver à côté. Donc c'est le premier problème. Des pommes bio que vous allez acheter en supermarché, elles vont être un petit peu plus chères que celles d'à côté qui ne le sont pas. Si vous êtes abonné, bon c'est mon cas, j'ai un abonnement électrique aux énergies vertes, c'est un peu plus cher que l'abonnement de base nucléaire. Donc actuellement l'économie verte c'est une économie où c'est un peu du luxe, c'est un peu pour ceux qui ont un peu plus que les autres, qui ont un peu d'argent, qui ont un peu de temps à consacrer et qui peuvent se permettre ça. Donc on est quand même plutôt dans une économie qui fonctionne pas terrible en ce moment, et donc proposer une alternative qui demande un effort supplémentaire, qui demande plus de moyens, c'est pas évident. Et en plus, il y a un deuxième problème, c'est que si on creuse un petit peu ce qu'il y a derrière ça, c'est pas toujours terrible. Alors par exemple, ce produit détergent écologique, il se trouve que, en tout cas, les premiers qui ont été proposés, ils étaient faits à base d'huile de palme. Donc on avait remplacé une sorte de graisse synthétique qui était à l'intérieur par de l'huile de palme, parce que c'est biodégradable. Donc en fait, en améliorant la qualité de l'eau dans les rivières en France, on a bousillé la forêt en Indonésie et on a bousillé l'habitat des grands singes là-bas. Donc voilà, en faisant de l'écologie finalement en Europe, on détruit des forêts primaires à l'autre bout de la planète. Par exemple, ces pommes bio, elles sont bio, mais en fait, on ne sait pas d'où elles viennent. Et il y en a qui viennent de Nouvelle-Zélande.
Et donc, du coup, bah, c'est un cargo comme ça qui nous a amené nos pommes bio qui viennent de l'autre bout de la planète. Donc, finalement, cette économie verte, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Et ça a l'air d'être un peu quelque chose de... Enfin, ça peut être quelque chose de façade, avec des choses quand même relativement sales derrière. Les panneaux solaires, je vais parler des deux, du coup, un panneau solaire et éolienne, donc c'est des énergies, entre guillemets, propres. Les panneaux solaires, alors c'est pas des minerais, mais c'est des gaz fluorés en fait qui sont utilisés dans le process de fabrication. Et du coup, c'est des gaz à effet de serre qui ont tendance à polluer aussi l'atmosphère. Donc j'ai mis une image là. C'est une mine de terre rare en fait en Chine, ça. Pourquoi? Parce que dans les éoliennes, on utilise du terre rare. Sur une éolienne comme ça, il y a 300 kg de terre rare à l'intérieur. Et pour sortir les 300 kg de terre rare, on va en Chine. Et les gens qui travaillent dans ces mines, c'est pas des salariés, hein, c'est pas des salariés comme tout le monde, c'est quasiment de l'esclavage, c'est souvent les Tibétains qu'on a sortis du Tibet et qu'on envoie dans les mines de terres rares. Donc la Chine, c'est le pays qui produit 99% des terres rares, et toutes les technologies vertes d'aujourd'hui, quasiment, elles utilisent des terres rares. Donc voilà, c'est vraiment, voilà, c'est un peu la face cachée. Ouais, vas-y. Tu parles de panneaux solaires ou photovoltaïques? Oui, panneaux photovoltaïques, ouais. C'est production d'électricité à partir des panneaux. Ouais, ouais. Pour le thermique, c'est un peu différent. Je pourrais en parler après d'ailleurs. Voilà un petit peu de quel constat on part pour essayer d'envisager une autre solution, une autre approche de l'économie. Du coup, avant de partir là-dedans, je voudrais voilà, vous présenter quelques petites situations finalement assez simples, mais qui résument un petit peu ce qui s'est passé sur la planète, un peu un comportement récurrent de l'être humain par rapport aux ressources. Voilà, on pourrait déjà donner un exemple d'une grande prairie qui appartient à personne en particulier, et où les éleveurs ont la possibilité d'aller laisser pâturer leurs bêtes. Donc il y a une prairie comme ça, c'est un bien commun, elle est disponible pour tout le monde. Et chaque éleveur peut amener une bête, en fait il peut amener autant de bêtes qu'il le veut. Et chaque éleveur va être tenté d'amener une bête en plus, une bête en plus, une bête en plus, une bête en plus, jusqu'à ce que la prairie en fait elle soit détruite. Et on en arrive à ça. Il n'y a plus de prairie, du coup on a de l'érosion, l'eau n'est plus retenue par les sols, et finalement les éleveurs peuvent plus alimenter leurs animaux. Donc, et alors là, la question, c'est qui est responsable? Qui est responsable de ça? Est-ce que c'est le dernier qui a amené sa dernière vache? Et est-ce que c'est la vache en trop qui est responsable? Ou est-ce que c'est l'ensemble des éleveurs? Il y a une autre proposition, c'est une autre petite histoire. Ça, c'est les pêcheurs. Donc ça, c'est au large du Canada. Donc ça, c'est la pêche à la morue comme elle était pratiquée, je crois, il y a 500 ans, quand les premiers colons sont arrivés au Canada. Donc ils ont commencé à pêcher la morue de cette manière-là. Et dans les années 50, on a commencé à créer des chalutiers qui permettaient de récolter de la morue vraiment en masse. Et donc ils ont commencé comme ça, envoyer les chalutiers. Donc les pêcheurs se sont enrichis. Donc ça a commencé en 1950. Et en 1992, ils avaient détruit 99% des stocks de morue au large du Canada. Et le gouvernement canadien était obligé d'interdire la pêche à la morue. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que comme la pêche à la morue était interdite, les pêcheurs n'ont plus de source de revenus, donc le tissu social a été détruit, et donc l'économie a été détruite. Alors du coup, voilà, c'est ça l'explication. Enfin, voilà, donc on pourrait voir ça du coup de cette manière-là sur l'économie. L'économie, elle fonctionne si on a un tissu social et si on a un environnement qui fonctionne. Donc il y a un premier cercle, c'est le grand cercle qui est là, c'est l'environnement. On a le tissu social qui est ici, on a l'économie qui est ici. Et donc ce qui s'est passé avec les pêcheurs ou avec les éleveurs, c'est que l'environnement a été détérioré, donc ça a détérioré le tissu social, et l'économie a été en faillite, a été mise en faillite. Donc finalement, l'économie, elle dépend des deux autres systèmes. Donc si l'économie, elle est au mépris de ça, elle finit par se tirer une balle dans le pied, et elle finit par péricliter. Ah oui, donc moi, ce que je voulais faire, pardon.
je voulais vous parler davantage de ça. Donc le bien commun, c'est quoi? Là, finalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu un mépris du bien commun. Il y avait, par exemple, quand il s'agit du stock de morues, la nature elle a une capacité de renouvellement du stock de morues. Il y a un certain nombre de morues qui naissent chaque année. Et donc, les pêcheurs, a priori, pourraient prélever chaque année une certaine quantité de morues sans que le stock de morues diminue. Mais si on dépasse la capacité de charge, on dit, de la nature, et la capacité de charge de l'environnement, on puise dans le stock et d'année en année, ça diminue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de morues. Donc finalement, c'est un comportement assez récurrent, c'est de mépriser le bien commun. Cette richesse finalement qui est collective, chacun va piocher dedans comme si c'était gratuit. Chaque éleveur finalement va envoyer des bêtes pour brouter en considérant que la prairie elle est gratuite et qu'elle est à tout le monde. L'océan il est gratuit, il est à tout le monde. Les pêcheurs ils vont aller pêcher. Mais finalement, ils perdent à l'esprit que ça a une certaine valeur pour le bien de la communauté. Et des services comme ça, la nature, elle nous en rend plein. Il y a l'eau potable, il y a l'air qu'on respire, les abeilles qui pollinisent nos plantes, nos fleurs, la génétique, la médecine, la beauté, la santé, tout ça, c'est des biens communs que la nature nous a donnés et qu'on doit préserver. Et depuis 200 ans, depuis l'ère industrielle, en fait, c'est des biens communs qu'on méprise et sur lesquels on ne veille pas. Et donc, en fait, quand on détériore le bien commun, on rend payant quelque chose qui était gratuit. La nature, elle proposait quelque chose gratuitement, elle proposait de l'eau pure gratuitement, elle propose de l'air gratuitement, et quand l'écosystème est détruit, ça devient payant. Et donc, ça va être vraiment un des fondements de l'économie bleue, c'est qu'on ne détruit pas un bien commun. La société, elle a su encadrer le vol. Elle considère que voler quelque chose, c'est quelque chose de mal. Par contre, détériorer le bien commun, ce n'est pas considéré comme quelque chose de mal. Ou ça commence à l'être, mais pour le vol, on dit voler un œuf ou voler un bœuf, c'est la même chose. Détériorer le bien commun, on va dire, lui, il pollue un peu moins, ça va. Mais en fait, il faudrait vraiment considérer que détériorer le bien commun, c'est quelque chose d'absolument pas admissible en fait. Donc ça serait vraiment une première chose, mais en fait on peut l'attendre de l'État, mais aussi on peut l'intégrer en chacun de nous, de considérer que détériorer le bien commun, c'est quelque chose aussi mal que voler en fin de compte. Et c'est vraiment aussi une prise de conscience à prendre pour l'ensemble de la société, de considérer que détériorer le bien commun, c'est un vol qu'on fait aux autres, aux générations suivantes. Enfin voilà, c'est une sorte de vol en fait. C'est un pillage, quoi. Voilà, donc il y aurait un deuxième problème qu'on peut soulever dans le fonctionnement actuel, c'est un gaspillage énorme des ressources. Et pour ça, je vais vous parler de deux exemples. Le premier, c'est le papier. Alors 42% des forêts sur la planète sont exploitées pour produire du papier. Bon, ça paraît déjà beaucoup, qu'on ait besoin d'autant de forêts pour faire du papier. Et il se trouve qu'en fait, quand on coupe un arbre, on va utiliser que 30% de l'arbre pour produire du papier. Ce qui veut dire qu'on détruit 70% de ce que la nature a produit pour produire une feuille. Je ne l'ai pas marqué ici, mais on a aussi besoin de chlore et de 9 litres d'eau. Une seule feuille en papier, c'est 9 litres d'eau. Alors là, j'en ai 20, ça commence à faire un paquet pour ma présentation de ce soir. Et puis en plus, c'est du chlore. On utilise beaucoup de chlore pour nettoyer, pour que ça devienne blanc, quoi. Donc c'est assez sale. Donc et les 70%, on n'en fait rien. Voilà. Et il y a un truc qui est encore pire que ça. En tout cas, c'est une anecdote peut-être encore plus impressionnante. Ça, c'est un fruit du café. C'est le fruit du café. Et la quantité du fruit qu'on va ingérer dans notre tasse de café, c'est 0,2%. C'est-à-dire qu'il y a 99,8% qui ont été détruits sur l'ensemble. Vous allez me dire, oui, mais le marc, on peut en faire quelque chose. Mais le marc, ça fait que 2% déjà par rapport à ce qu'on avait là. Donc on a déjà perdu 98% du fruit jusqu'à arriver au marc de café. Et finalement, on a utilisé que 0,2%, on a ingéré que 0,2% du fruit, quoi. Donc c'est un gâchis qui est encore plus considérable que le papier.
Donc ça, c'est les deux problèmes un petit peu que je peux relever que l'économie bleue relève finalement dans l'économie actuelle. Et après, il y a aussi quelque chose par rapport à l'approche qu'on a. Donc, on va voir ça dans la diapo d'après. Donc, notre fonctionnement actuel, c'est d'avoir une approche qui est complètement linéaire. Donc, vous voyez, par exemple, bon voilà, là, je ne sais pas, ça peut être n'importe quelle multinationale finalement sur la planète. Elle puise des ressources sur la planète, elle n'a pas grand-chose à faire de ce qui se passe sur la planète et de l'état dans lequel elle laisse l'écosystème. Elle est focalisée sur ça. Et en fait, l'économie actuelle, elle est focalisée sur ces deux outils, c'est-à-dire la production et la commercialisation. Ce qui se passe avant, on ne fait pas très attention. Ce qui se passe après, non plus. Les maisons sont truffées d'objets qui ne servent à rien, et ça finit dans des déchetteries, on les brûle, ça fait des métatoxines. Mais en attendant, ce qui compte, c'est cet outil qui produit le plus possible au meilleur prix. Donc c'est des grandes multinationales, et leur seul objectif, c'est réduire le prix. Sans se demander quel est le coût externe de tout ça. Le seul objectif, c'est réduire le prix, et tout est bon pour réduire le prix du produit. Donc on a extrait des ressources, on a produit un produit au meilleur prix, et voilà, le système économique ici, l'objectif, c'est d'optimiser cette partie du système pour que ce qui sort là soit le moins cher possible. Le reste, on s'en fiche. Je donne un petit exemple. Un réfrigérateur, en 1995, un réfrigérateur qui était fabriqué en France, il coûtait 250 €. Un réfrigérateur... Comment? Et j'ai dit quoi? 200. Non, pardon, il coûtait 750. Ouais, vous voyez, je suis influencé par la baisse des prix. Ok, donc... Alors, non, c'était 750 € en 95. Un réfrigérateur en 95, ça coûtait 750 €. Donc, fabriqué en France. Oui, il n'y avait pas d'euros, mais bon, il faut que je vous parle en euros parce que sinon... voilà. Donc, 750 € en 95. En 95, il y avait des produits d'importation qui coûtaient moins cher, qui coûtaient 600 €. Donc un consommateur voilà, qui doit choisir entre ces deux produits, il ne voit pas forcément la différence, il choisit celui-ci, celui à 600 €. Seulement la différence, c'est que celui-là, il dure 20 ans, celui-là, il en dure 10. Et celui-là, au bout de 10 ans, il faut le changer. Alors ça coûte moins cher, ça coûte que 500 €. Donc en 2005, le consommateur qui avait acheté celui-là au lieu de celui-là, il remet 500 € dans... Il est obligé de réinvestir 500 € pour avoir un nouveau réfrigérateur. Celui-là, il dure que 7 ans. Et donc en 2012, il est obligé d'en racheter un, mais bon, c'est bien, les prix ont encore baissé, il est à 400 €. Mais au final, là, sur ça, il a dépensé 1500 €. Alors que là, il en aurait dépensé que 750 avec le réfrigérateur qui était fabriqué en France. Entre-temps, l'entreprise qui fabriquait en France, elle a fait faillite. Elle a viré les gens qui bossaient là-bas. Il reste 3 carcasses de réfrigérateurs importés de Chine. Et l'importateur de frigo, ben, ce n'est pas lui qui s'occupe d'éliminer les déchets qui sont restés sur place. Donc on se retrouve ici localement avec des chômeurs et avec des carcasses de réfrigérateurs fabriqués en Chine. Donc finalement, ce modèle linéaire de production, il néglige beaucoup de paramètres. Et donc l'objectif vraiment là, de ce système, c'est créer une multinationale aussi grosse que possible, puisqu'on parle toujours d'économie d'échelle. On dit plus l'entreprise va être grosse, plus elle va réduire les coûts, elle va produire un produit au meilleur prix. Donc, pour faire une grosse multinationale comme ça, elle s'endette auprès des banques. Du coup, les banques, maintenant, on ne permet plus à une banque de faire faillite. Donc, l'État est derrière à dire il ne faut pas que la banque fasse faillite, donc il ne faut pas que l'entreprise fasse faillite. Donc, pour pas que l'entreprise fasse faillite, ben, il faut qu'on muselle les syndicats, il faut qu'on puisse permettre de baisser les prix, de la main-d'œuvre, etc. Il faut passer des... Enfin, voilà, il faut... Enfin, disons que toute l'économie se met en branle pour pouvoir préserver ce système avec cette entreprise qui doit continuer à exister, en fait. On ne peut pas laisser mourir cette multinationale. On muselle les syndicats, on ouvre les frontières, on parle de libre circulation des marchandises pour pouvoir aller chercher de la main-d'œuvre à l'étranger qui est moins chère. Donc il faut veiller sur les routes maritimes, puisqu'on fait venir les choses de loin, et puis il faut du pétrole bon marché. Pour avoir des routes maritimes qui fonctionnent et avoir du pétrole bon marché, il faut de la force militaire en fait. Parce que le pétrole, il
il faut aller le trouver, et puis souvent c'est dans des pays où on n'est pas forcément amis avec les gens qui dirigent le pays. Et les routes maritimes, il y a aussi des tas de gens pauvres sur les routes maritimes qui aimeraient bien un petit peu récupérer ce qui passe, et donc il faut de l'armée, quoi. Donc du coup, finalement, le moteur de tout ça, c'est aussi l'armée, quoi. Voilà. Donc, bon, a priori, l'approche linéaire, c'est pas un système très viable. Et c'est intéressant de se pencher aussi surtout, enfin voilà, avoir une vision plus d'ensemble du système. Et finalement, on peut s'inspirer un petit peu de ce que fait la nature. La nature, elle, dans son fonctionnement, elle a une approche systémique. Elle n'est pas en train de dire moi, je veux faire que des arbres, ou bien alors l'arbre se dit moi, je veux faire que de la chlorophylle, le reste, j'en ai rien à faire. La nature, elle veut qu'il y ait un équilibre entre tout. Et ce qui compte pour la nature, c'est la prospérité de l'ensemble. C'est que l'ensemble prospère davantage, c'est augmenter, c'est un optimum global en fait. C'est optimiser l'ensemble pour avoir que chacun ait le plus possible en fin de compte. Et dans la nature, il n'y a pas de déchets. Alors, en fait, nous, notre fonctionnement, il y a des déchets. Dans la nature, les déchets, là, par exemple, du cerf, ils sont réutilisés par le reste, en fait. Donc, c'est le sens de la vie, c'est de produire des déchets, mais le sens de la nature, c'est que ces déchets, ils servent à quelqu'un d'autre. Donc, si on est vivant, forcément, on produit du déchet, mais par contre, dans la nature, les déchets qu'on produit, ils resservent toujours à quelqu'un. Dans notre système à nous, les déchets, ils servent à personne. Il advienne que pourra, on verra bien qui se débrouille avec ça. Il n'y a pas de chômeurs non plus. Là, dans la nature, tout le monde contribue à sa manière. Le champignon, il fait son boulot, les fleurs, elles font leur boulot, chacun apporte quelque chose au reste. Et il y a une autorégulation, il y a une résilience. S'il n'y a pas, s'il n'y a pas des êtres humains qui viennent perturber ce système avec leur fonctionnement, c'est un système qui a plutôt tendance à prospérer et à s'enrichir d'année en année. Et donc c'est un peu de ce système qu'on voudrait s'inspirer pour concevoir l'économie, en tout cas pour améliorer le fonctionnement de notre économie. Et du coup, il y a des gens qui se sont penchés sur ça et qui proposent comme ça des sortes de systèmes de simulation et qui proposent, au lieu de raisonner finalement pour créer une entreprise, de se dire qu'est-ce que je veux produire, quel est mon marché, enfin finalement ce qu'on appelle le business plan habituel, le plan d'affaires, où on est censé savoir quel produit on va produire, comment le produire au meilleur prix, quel est notre marché, etc. C'est toujours cette approche linéaire. Et il y a des gens qui proposent une approche différente qui est une approche systémique, ce qui fait qu'on est obligé d'interconnecter les business en fait. On ne va pas créer on va pas créer une boulangerie simplement de son côté. On va se dire la boulangerie, elle va s'intégrer à l'écosystème qui est autour. Et alors ça, bon, j'ai pas trouvé beaucoup d'illustrations de ce que ça peut être, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il va y avoir des répercussions positives et d'autres qui vont l'être moins. Vous attardez pas forcément trop sur ce qui est écrit dans tous les petits trucs, parce que voilà, c'est plus pour vous montrer les interactions en fait entre tous les leviers qu'il y a dans l'économie, etc. Et aussi entre les différentes entreprises, les différents commerces qu'il peut y avoir. Et si on a un boulanger qui vient s'installer en disant « moi je veux faire du pain, il faut que je m'approvisionne pas trop cher, il faut que je vende mon pain au meilleur prix, il faut que je trouve qu'il y a un marché », ça serait le business plan habituel. Le business plan, finalement ce serait plus un business plan, mais ça serait une approche systémique. Ça serait que le boulanger, il va essayer de se mettre en lien avec les autres personnes qui portent de l'activité sur un territoire donné, et va dire finalement, auprès de qui j'achète ma farine, quelles sont les ressources qui sont présentes localement, est-ce que j'ai besoin d'un four, est-ce que ça peut être mutualisé avec d'autres professionnels, ça va être une approche systémique. Et du coup, en rentrant les paramètres de l'économie dans un modèle comme ça, c'est un peu comme la météo, on peut changer un paramètre et voir l'influence que ça a sur le reste. On va pouvoir dire, est-ce que cette boulangerie qu'on amène, ça va apporter plus d'emplois? Est-ce que ça va apporter plus de bien-être aux gens? Est-ce que ça va apporter de nouvelles choses? Ou est-ce que ça va le réduire en fait? Et donc c'est vraiment l'idée de raisonner sur l'ensemble. Est-ce qu'il vaut mieux amener une boulangerie ou est-ce qu'il vaut mieux amener une épicerie ou un autre type de commerce?
Voilà, et on va pouvoir modifier certains paramètres et voir si ça a des répercussions positives ou négatives sur l'écosystème. Donc dedans, on peut rentrer des paramètres sur le tissu social, sur le bien-être des gens. On peut aussi rentrer des paramètres sur les biens qui sont disponibles localement, les ressources qui sont disponibles localement, les déchets qu'on produit, la façon dont on veut valoriser ces déchets, etc. Donc c'est plus cette approche systémique qu'on veut avoir finalement dans l'économie bleue. Donc on va passer maintenant à des exemples, à des applications. Donc je vous ai parlé au tout début des arbres. Finalement, on utilise très peu de l'arbre, on utilise 30%, on utilise 30% de l'arbre et 70% on le détruit. Et ce que je vous ai dit, c'est aussi que on utilise beaucoup d'eau pour produire du papier. Et en fait, il y a des gens qui se sont rendus compte qu'on pouvait transformer ce que l'arbre contient d'autre. Un arbre, il contient 30 à 50% de cellulose, donc c'est ça qu'on utilise pour le papier. Il y a aussi de la lignine, hémicellulose, des lipides et des huiles essentielles. Et ces éléments-là, il se trouve que pour la chimie organique, c'est très intéressant en fait. On peut faire des tas de choses avec ça. Donc c'est vrai que ça demande de développer des nouvelles compétences. C'est des choses qu'on ne connaît pas forcément beaucoup. Mais il y a des bioraffineries qui se créent et qui arrivent à utiliser finalement ces autres éléments de l'arbre pour faire des choses à valeur ajoutée. Parce qu'on peut dire, bon écoutez, les 70% de l'arbre que je n'utilise pas, je les brûle et je fais de l'énergie. Ok, bon pourquoi pas, mais c'est peut-être dommage. On peut peut-être utiliser ces 70% de matières premières pour faire des choses plus intéressantes, comme des biocomposites par exemple, remplacer des plastiques artificiels et à base de pétrole par des plastiques comme ça, voilà. Donc c'est une première approche, puisque l'idée, ça serait de se concentrer sur les ressources présentes localement. Ce que je vous ai montré dans le système là, on essaie vraiment de se concentrer sur une région donnée, on essaie de se concentrer vraiment sur les ressources qui sont présentes localement. Si on a des arbres, qu'on a de l'eau, et qu'on a la capacité de produire d'autres débouchés finalement avec les productions d'arbres, faisons du papier de cette manière-là. Mais il peut exister aussi d'autres manières de faire du papier, et c'est aussi ça l'économie bleue, c'est de se dire est-ce que finalement on se focalise aussi sur la finalité. C'est quoi l'objectif? C'est d'avoir quelque chose de blanc sur quoi je peux écrire. Que ce soit issu d'un arbre ou que ce soit issu d'autre chose, finalement, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est que je puisse écrire sur quelque chose, que quand j'en ai plus besoin, ça puisse être réutilisé, et éventuellement que ça utilise des ressources locales sans détruire l'écosystème. Et il y a des gens qui ont pu mettre au point un papier à base de pierres. Et alors du coup, c'est des pierres qui sont issues des terrils en fait. Donc c'est des résidus de l'extraction minière. Donc il y a des tas de régions qui sont ensevelies sous les terrils. Donc on a des carrières de marbre notamment, parce que je crois que ça c'est du carbonate de calcium qu'on utilise pour faire ce papier-là. Donc on utilise le carbonate de calcium, on utilise 80%, donc vous voyez ça ressemble à la craie blanche qu'on utilise pour les tableaux, ce genre de choses. On utilise 80% de carbonate de calcium qu'on mélange avec du PET. Le PET c'est les bouteilles en plastique, dans les bouteilles d'eau en plastique. Donc finalement, ça c'est des ressources qu'on peut trouver localement, suivant la région dans laquelle on est, mais si vous êtes dans une région qui a des carrières de marbre ou des choses comme ça, et que vous avez des terrils à n'en plus finir, et que ça, en plus ça recouvre des territoires qui seraient cultivables, qui pourraient servir pour l'agriculture, et on se retrouve avec des montagnes de terrils, et c'est en plus des poussières qui sont acides, ce sont des poussières qui créent des pluies acides, qui détériorent finalement la qualité de l'écosystème là où elles sont. Donc si on peut utiliser ces terrils en les mélangeant avec du PET, donc du plastique, et qu'on arrive à réaliser ça, c'est parfait en fait, on fait d'une pierre deux coups. Et en plus, on n'utilise pas d'eau. Là, on utilise 9 litres d'eau, là, on utilise 0. Et on peut le recycler 100 fois, ce papier. Celui-là, on peut le recycler 5 fois. Donc voilà, on essaie de changer un petit peu notre approche, on essaie de répondre à un besoin qu'on a, mais en envisageant les possibilités avec les ressources qui sont présentes localement. Et les ressources, on envisage tous les types de ressources. On ne va pas se dire, bon, on a produit des tonnes et des tonnes de terrils, ça c'est nos erreurs de jeunesse, maintenant on ne fait qu'avec des produits naturels.
Bah oui, dans l'idéal c'est ça, mais c'est vrai qu'on les a sur les bras et que si ils peuvent nous servir maintenant, ça peut être pas mal, quoi. Donc voilà, c'est un premier élément, c'est se concentrer sur les ressources qui sont présentes localement, et donc ça c'est une illustration de ça. Deuxième chose intéressante, c'est de multiplier les débouchés. Du coup, pour vous parler de ça, je vais vous revenir sur l'exemple du café. Donc ça c'est le fruit du café, donc je vous ai dit on jette 99,8% du fruit pour obtenir notre tasse de café, là, en tout cas ce qu'on va ingérer dans la tasse de café. Ça pourrit sur place. Il y a le fruit, donc la chair du fruit, la pulpe du fruit. Les cafetiers, quand ils récoltent ça, bah, ils laissent le fruit pourrir sur place. Donc ils trouvent que c'est bien parce que ça enrichit le sol, donc c'est pas mal, mais seulement ça produit du méthane en fait. En pourrissant, ça produit du méthane, et puis en fait on peut le valoriser de bien meilleure façon qu'en le laissant pourrir sur place. Il se trouve que ça on peut le donner à manger aux animaux. Donc on peut nourrir du bétail avec ça et produire du coup une deuxième source de revenus pour le producteur de café. S'il vend des œufs ou s'il vend de la viande ou du bétail parce qu'il a pu nourrir son bétail gratuitement avec les déchets qu'il produisait pour le café, il produit une deuxième source de revenus. Et ça vaut le coup. Du coup, c'est pour ça que je vous parlais au début de cette économie verte qui coûte plus cher. L'économie bleue, le but, c'est d'être assez intelligent pour réussir à combiner plusieurs choses et réduire les coûts et maximiser finalement les revenus qu'on peut tirer de certaines ressources. Donc là, on produit du café, on essaie de maximiser les revenus. Donc il y a 70% qui pourrissent sur place. Après, donc je vous ai dit, il n'y a que 2% dans le marc. Alors il y a une étape intermédiaire, je n'ai pas réussi à comprendre bien, c'est au moment de la torréfaction. Il y a encore une perte de matière au moment de la torréfaction. Et on se retrouve avec 2% là pour le marc. Le marc de café, il se trouve que c'est un excellent substrat pour les champignons. Pour cultiver du champignon, on a besoin d'un substrat qui a été stérilisé. Le marc de café, il était passé dans de l'eau à 100 degrés, ou de la vapeur, donc c'est un substrat qui est parfaitement stérile. Il suffit de l'ensemencer avec des mycorhizes de champignons, et on arrive à faire pousser les champignons dessus. Le shiitake pousse très bien sur le marc de café, et le shiitake c'est vendu 25 € le kilo. Donc on a tiré deux flux de revenus supplémentaires sur la production de café, sur des déchets. Et voilà, on peut faire une omelette aux champignons. Pour aller avec le café, on a fait un repas complet finalement, au lieu de se prendre juste la... Voilà. Du coup, j'ai juste un élément en plus par rapport à ça. Là, sur une tasse de café, bon, je sais pas, un expresso, vous allez prendre peut-être 2 € par ici, c'est peut-être 2 €, mais le cafetier, le producteur de café, il a touché 0,1 centime. C'est pas 1 centime, c'est 1/10 de centime qui touche sur une tasse de café qui est vendue ici dans un café, quoi. Donc il touche vraiment très peu, quoi. Donc voilà, en fait, c'est pour ça qu'on parle de débouchés multiples. On valorise une ressource au maximum et on crée plusieurs débouchés. Et du coup, voilà, on valorise davantage la ressource que la nature quand même nous a fournie généreusement. On ne va pas la gâcher, on va essayer de la valoriser autant que possible. Alors il y a du coup autre chose qui est intéressant dans cette approche systémique, c'est d'interconnecter les problèmes. Un des problèmes qu'on rencontre dans notre système, je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'on a mis au point les couches culottes pour les bébés, ça doit faire une trentaine d'années. 30 ou 50 ans, ouais, je ne sais pas trop. Et du coup, bon, c'est un peu un symbole de la vie moderne, ça simplifie la vie des gens et tout ça, mais par contre, ça crée pas mal de problèmes tout autour. Un bébé, il produit 1 tonne de déchets par an en couche culotte. Donc sur 2 à 3 ans, il va produire entre 2 à 3 tonnes de déchets. Et dans nos ordures ménagères, ça représente 8% des déchets actuels, ce sont les couches culottes. Donc c'est une quantité de déchets considérable en fait. Donc voilà, on peut partir sur plusieurs constats de plusieurs problèmes comme ça qu'on rencontre dans notre économie. Donc premièrement, un problème sur la gestion des déchets. On a vachement de mal à gérer nos déchets et en plus 8% c'est des déchets de couche culotte.
Deuxième problème, on met des couches aux enfants avec des produits toxiques. Il y a eu des scandales il n'y a pas longtemps, comme quoi voilà, il y a des produits toxiques dans les couches culottes. Donc deuxième problème à résoudre. Bon, et après, on a une agriculture qui utilise des fertilisants chimiques. On a de plus en plus de mal à trouver les engrais. Ça pollue les sols, ça détruit la vie dans le sol. Troisième problème. Il y a une initiative qui est née en Allemagne qui a réussi à interconnecter tous ces problèmes. Ils ont créé des couches biodégradables. Ils récupèrent les couches produites par les familles et par les bébés et ils les font composter. Et le compost produit par ces couches, donc du coup ça fait 1 tonne d'humus produit par bébé par an. Ça commence à faire, c'est pas mal, hein, c'est mieux que des kilos de couches culottes, c'est des kilos d'humus. Et du coup, l'humus a une telle valeur qu'on peut donner gratuitement les couches aux familles en échange d'une couche sale. C'est-à-dire que quand ils ramènent une couche sale à l'entreprise qui propose ces couches, eh ben, on peut leur redonner une gratuitement parce que la valeur de la couche sale est plus importante que la valeur de la couche propre. Donc c'est encore une façon de contourner, comme je vous disais, on peut trouver des couches bio, hein, mais en fin de compte, elles ne changent pas beaucoup le fonctionnement du système. On va utiliser des produits un petit peu moins sales, mais elles vont finir quand même dans la poubelle, elles vont finir à la décharge enterrées. Donc voilà, là c'est une approche un peu différente et qui permet de résoudre quand même plusieurs problèmes en même temps. Ce que les gens qui ont mis ce système au point, ils considèrent qu'on peut créer une initiative comme ça à partir de 100 bébés. On peut créer une initiative comme ça à partir de 100 familles qui veulent participer. Donc un quartier où il y a 100 familles qui sont prêtes à faire ça, le système est viable. Et ça crée 4 emplois, localement. Donc voilà, c'est une initiative qui a été mise en place à Berlin. Il y a une petite communauté qui a porté ce projet-là. Et je crois que c'est une entreprise, donc qui s'appelle comme ça, Dict. Alors voilà, sur leur site, ils ne donnent pas beaucoup d'infos, on ne peut pas acheter les couches, mais par contre, voilà, ils proposent en tout cas de se joindre à eux, je ne sais pas exactement de quelle manière. Et donc du coup, je vous parle encore d'économie à ce moment-là. On parlait d'économie d'échelle dans le système linéaire, là on parle d'économie de perspective. C'est en reliant les problèmes, en interconnectant tous les problèmes, qu'on arrive à faire des économies et à produire les choses moins chères, parce qu'on utilise des choses de manière plus intelligente. On arrive avec le café, on produit quelque chose de moins cher, on produit des revenus supplémentaires. Donc voilà, on va parler d'économie de perspective au lieu de parler d'économie d'échelle. Et c'est vraiment vers ça qu'on veut aller plutôt que de faire des économies d'échelle. Puisque en plus on veut travailler localement, on ne veut pas avoir une multinationale basée à l'autre bout de la planète qui produit en grande quantité des produits bon marché. On veut que localement on arrive à bien exploiter les ressources au mieux pour faire des économies de perspective. Alors, une des choses très importantes dans l'économie bleue, c'est de prendre en considération l'éthique et l'exploitation minière, c'est probablement une des choses les moins éthiques qu'on utilise dans notre économie. Il y a des mines partout sur la planète, principalement dans les pays pauvres. Vous verrez qu'en France, il n'y en a plus, mais parce qu'on ne les supporte plus en fin de compte. C'est trop sale, les gens ont des cancers, les gens meurent. Nous, on ne veut plus de mines, mais il y en a partout sur la planète, dans tous les pays pauvres. Et en fait, l'exploitation minière, donc je vous l'ai dit un peu au début, hein, mais on en a besoin pour produire les éoliennes, pour produire nos batteries de téléphone portable. Donc par exemple, une éolienne, bon, c'est un peu, enfin c'est anecdotique, oui et non, mais c'est juste un exemple pour illustrer. Une éolienne comme celle-ci, là, elle ferait 1,5 MW. C'est une des plus répandues sur la planète, il y en a 20 000. Il y a 100 tonnes d'acier là pour une éolienne comme ça, donc l'acier déjà c'est une ressource minière. Deuxième élément le plus utilisé là-dedans, c'est du cuivre, il y en a 15 tonnes. Et 320 kg de néodyme, donc c'est un terre rare, donc c'est ces usines qui sont en Chine extrêmement sales et polluantes. Et ça, donc ça c'est des petites éoliennes, et maintenant on produit des éoliennes qui sont 3 fois plus grandes et avec 8 fois plus de matériaux à l'intérieur. Voilà. Donc je ne dis pas forcément que ce n'est pas une solution, mais qu'il faut vraiment considérer que c'est issu de l'exploitation minière et qu'il faut vraiment qu'on essaie d'arrêter ça aussi vite que possible, quoi.
Si on continue, on aura probablement toujours besoin d'utiliser des ressources minières, mais on peut le faire différemment. À partir du moment où on en utilise moins, il faut vraiment considérer ça comme une extraction chirurgicale, quoi. C'est de la chirurgie sur la planète, d'aller retirer extraire ces matériaux précieux. Voilà, il y a des technologies un peu qui sont mises au point sur ça, comme la chélation ou des choses comme ça. Mais l'extraction telle qu'on la pratique aujourd'hui, enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas viable et qui est extrêmement polluant. Du coup, je vous donne un petit peu des exemples de choses pour remplacer. En fait, il y a on pourrait, si vraiment on a la conscience de ça et qu'on focalise aussi notre développement sur d'autres techniques que l'extraction minière, on peut envisager des solutions pour plusieurs choses. Alors, ça, c'est un exemple que j'ai trouvé pour illustrer cette présentation. C'est un chercheur qui a trouvé une solution pour faire des batteries à base de la lignine des arbres. Donc, je vous ai parlé de la lignine qu'on détruisait là, dans les arbres précédemment. Il y a quelqu'un qui a réussi à créer des batteries avec de la lignine, contenant de la lignine. C'est accordé avec autre chose, mais j'ai plus le nom. Voilà. Donc, au début, il avait des problèmes que la batterie elle se déchargeait quand même si elle n'était pas utilisée. Mais a priori, il a un peu amélioré le système. Mais bon, en tout cas, c'est des directions de recherche qui semblent plus intéressantes que se dire bon, on va trouver un nouveau terre rare encore plus performant pour faire des meilleures batteries qui durent plus longtemps. C'est peut-être pas la voie dans laquelle il faut chercher, c'est peut-être se dire est-ce qu'il y a une ressource naturelle renouvelable qui peut permettre de produire nos batteries. Ou peut-être qu'on peut aussi dire qu'on va se passer des batteries et qu'on va faire autrement. Mais ça, j'ai une proposition dans cet ordre-là après. Les voitures, elles sont en acier, donc c'est encore issu de l'extraction minière. Il y a des étudiants, je crois en Suède, qui ont créé une voiture avec des matériaux biodégradables. Et ça, c'est un matériau composite à partir de lin et de betterave. Donc ça, c'est le châssis du véhicule. C'est de la fibre de lin avec... alors c'est quoi? C'est un composite à base de betterave, une sorte de plastique à base de betterave. Et donc, ils ont réussi à utiliser des matériaux végétaux pour se substituer à des matériaux miniers, quoi, en fait. Mais il faut combien de chambres là? Oui, alors, voilà, bon, ça c'est un truc pour illustrer. On va le regarder par exemple sur le bâtiment, parce que ça va être c'est une face... Là c'est peut-être plus pratico-pratique, plus concret. Vous avez la comparaison en quantité d'énergie pour produire une tonne d'acier, ou en tout cas 1 kilo d'acier par rapport à 1 kilo de bambou. Voilà. Donc ça c'est une autre illustration de comment passer du minéral au végétal, comment passer de l'extraction minière à l'utilisation de végétaux. Ça va, vous voyez bien là ce tableau? C'est vraiment... voilà, j'ai mis ce tableau pour illustrer un petit peu ça, mais il y a des architectes maintenant qui travaillent un peu sur ça. C'est vrai que chez nous, on ne voit pas trop ça, mais en Asie, on a pas mal d'architectes qui travaillent avec le bambou et qui arrivent à faire des constructions assez considérables à base de bambou. Et donc là, voilà, un bâtiment, un pont qui est réalisé en bambou. Et si on compare la quantité d'énergie pour produire 1 kg d'acier par rapport à produire 1 kg de bambou, c'est 30 mégajoules pour l'acier et c'est 0,5 pour le bambou. Donc nous, quand on est en train de construire des choses en béton armé, on va consommer une quantité d'énergie bien supérieure à la quantité d'énergie dont on aurait besoin pour faire une construction en bambou ou en bois. Autre chose, l'acier et le béton n'en fait pas grand-chose. Hein. Au bout de 30 ans, quand le bâtiment, on n'en a plus rien à faire, on ne sait pas vraiment trop quoi faire de ça. Le béton armé, c'est quand même quelque chose qui n'est pas tellement réutilisable. Le bambou ou le bois, voilà, au bout de 30 ans, c'est un matériau qui retourne à la nature, qui peut retourner à la nature suivant comment on l'a traité ou pas. C'est un matériau qui peut retourner à la nature. Oui, mais la résistance utile. Pardon, oui, j'ai pas. Oui, alors la résistance utile, oui. Donc l'acier, effectivement, il a une résistance utile qui est énorme par rapport à celle du bambou. Mais ici, ils ont fait un tableau rapport entre l'énergie par unité de résistance. Donc c'est la quantité d'énergie qu'il faut pour produire une certaine résistance. Et donc il faut 1500 pour l'acier
quand il faut que 30 pour le bambou, quoi. Bon, je parle du bambou, mais le bois, c'est beaucoup moins aussi, hein. Voilà. Voilà, donc voilà, c'est à plein de niveaux finalement. Bon, alors je ne sais pas, effectivement, pour produire une voiture avec de la fibre de lin, bah, peut-être que c'est beaucoup, mais bon, voilà, la quantité d'acier ou de béton ou la quantité d'énergie qu'il nous faut pour produire de l'acier ou du béton, elle est considérable, on ne s'en rend pas forcément compte. Autre point vraiment qui semble être quelque chose absolument, enfin, dont on devrait absolument devoir se passer rapidement, c'est la chimie. On a produit plus de 100 000 molécules chimiques qui sont essentiellement issues de la biochimie. Donc depuis qu'on a découvert le pétrole, on a réussi à produire des tas de molécules différentes. Mais je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui n'ont pas un impact négatif sur l'environnement. Je crois que la plupart de ces molécules pétrochimiques, elles ont un impact négatif. Donc ce serait vraiment une des priorités, c'est d'arrêter la chimie et de passer à la physique. Donc il y a plein de fois où finalement on peut substituer à quelque chose de chimique. Je vais vous donner un exemple par rapport aux batteries, mais je peux vous donner un exemple par rapport simplement au vitrage. On consomme une quantité considérable de détergent pour nettoyer les vitres sur les buildings, par exemple. Il se trouve que si on applique un traitement qui est déperlant, donc qui fait que l'eau ne va pas rester fixée sur la surface, mais elle va glisser comme ça, on n'a plus besoin de détergent pour nettoyer la surface, en fait. L'eau en déperlant, elle va enlever les poussières. Donc c'est une façon d'utiliser la physique pour remplacer la chimie. J'ai un autre exemple ici. On utilise, donc, un bon exemple pour illustrer, c'est les gros serveurs informatiques qui permettent le fonctionnement d'Internet. Ils sont branchés sur groupe électrogène en cas de rupture du réseau. Seulement le temps que les groupes électrogènes prennent le relais du réseau, si jamais il y a une coupure de courant, on met des onduleurs. On met des onduleurs. Et les onduleurs, en fait, c'est des grosses batteries énormes qui sont branchées comme ça sur les serveurs et qui permettent de prendre le relais juste le temps que le groupe électrogène prenne le relais. Du coup, c'est des grosses quantités de batteries qu'on change quand même régulièrement et qu'on peut remplacer par des systèmes mécaniques plus simples. Le système mécanique proposé, c'est un accumulateur de courant par inertie thermique. Donc, inertie mécanique, pardon. L'inertie mécanique, c'est qu'en fait, on prend un gros cylindre bien lourd qu'on fait tourner, donc on le lance avec un moteur, il tourne, et s'il y a une coupure de courant, eh ben, on va récupérer l'énergie sur ce volant d'inertie qui continue à tourner. Le temps que le générateur se rallume, on a besoin de 30 secondes ou d'1 minute, donc c'est très court en fait. Nos batteries, elles ne servent que pour prendre le relais pendant 30 secondes à 1 minute. Un volant d'inertie comme ça, il va réussir à prendre le relais le temps que les groupes électrogènes se mettent en place. Donc c'est une façon de remplacer ces batteries qui sont issues de la chimie, ces batteries qui sont sales, par quelque chose qui est de la mécanique et qui est de la physique en fait. Donc c'est une autre façon de changer un petit peu les règles du jeu, on va dire. Avec une durée de vie oui, pas infinie, mais... Non, pas infinie, voilà, je ne sais pas, parce qu'il y a effectivement il y a des roulements et tout ça, donc voilà, mais ouais. Quand même consommer de l'énergie pour le lancer. En fait, oui, bien sûr. Mais oui. Alors après, une fois qu'il est lancé, pour entretenir le mouvement, c'est pas forcément beaucoup d'énergie. Je ne sais pas si ça consomme beaucoup plus que la batterie. Je ne suis pas allé aussi loin que ça dans la recherche. Mais par contre, voilà, c'est une idée un peu, voilà, qui permet de. Oui, il tourne en permanence, ouais, par sécurité. Oui. Ouais. Mais une fois qu'il est lancé, en fait, il y a un vide d'air. En fait, il tourne dans le vide d'air. Il est en suspension magnétique. Donc en fait, c'est quelque chose qui a très peu de frottement. Une fois que ça tourne, ça consomme très peu. Et c'est vraiment au moment où on va brancher tous les ordinateurs et tout dessus que là, ça va faire diminuer la vitesse très vite puisqu'il va donner son énergie au système électrique. Voilà. Alors, au tout début de ma présentation, je vous ai parlé de ce problème-là, que quand on détériore l'environnement, on détruit après le tissu social et que ça finit par détruire l'économie. Et du coup, là, je voudrais vous parler d'un exemple inverse.
un endroit où on a recréé un environnement, un écosystème viable, un environnement sain. Ça a permis de créer un tissu social et ça a recréé une économie dynamique. Ça se passe en Colombie, un endroit qui s'appelle Las Graviotas, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, et c'est un homme qui s'appelle Paolo Lugari, qui a une idée qui paraissait assez farfelue pour tout le monde. Il est parti d'un constat, en fait en Colombie, ils n'ont pas beaucoup de terres habitables en fait. Il a vu que la population elle grandissait très vite, et en Colombie, il y a trois zones, il y a la forêt amazonienne, il y a une forêt tropicale humide, et puis il y a la savane. Et il n'y a personne qui veut vivre dans la savane parce que c'est des terres très pauvres, il n'y a rien qui pousse, c'est très, voilà, c'est très ingrat comme endroit. Et donc si les Colombiens, enfin voilà, si la population colombienne grandit, ils vont avoir besoin de libérer des nouveaux territoires pour s'installer, et donc ça va être brûler la forêt amazonienne ou détruire la forêt tropicale pour agrandir leur habitat. Donc lui s'est dit, la troisième solution, c'est qu'il parle de vivre dans la savane. Donc la savane, c'est ce genre de paysage-là. Du coup, je vous la mets mieux. Donc c'est ce genre de paysage-là. C'est des sols qui sont très pauvres. Et donc lui, il a acheté 100 000 hectares de savane. Et il s'est dit, je vais essayer de faire pousser des choses ici. Et il a essayé de s'entourer de gens qui étaient assez calés là-dedans, mais finalement, il y avait eu très peu de recherches qui avaient été faites sur le sujet. Donc il fallait des gens qui acceptaient de penser un peu différemment, qui n'étaient pas trop dans le moule. Et il s'est rendu compte qu'il y avait une espèce de pin, une variété de pin, qui était capable de pousser dans ce genre de zone de savane. Donc en 1982, il a décidé de faire des plantations de pins. Donc c'est ça, il a commencé à recruter des gens qui vivaient là-bas pour planter des pins. Et comme ils ont étudié un petit peu le fonctionnement des arbres, ils ont vu qu'il fallait aussi mettre des mycorhizes, donc des champignons autour de leurs racines pour qu'ils arrivent à tirer un meilleur parti des nutriments qui sont dans le sol. Donc ils ont commencé à planter ça. Et puis après, ils n'ont pas mis de pesticides, ils se sont rendus compte que les pins poussaient bien, ils ont vu qu'il n'y avait pas besoin de désherber, que ça poussait bien sans désherber. Donc ils ont laissé pousser tout ce qu'il y avait besoin autour. Et finalement, au bout de quelques années, ça a commencé à faire une sorte de couvert végétal. Ça a permis au sol de se rafraîchir. Ça fait que quand les pluies sont tombées, au lieu de se réévaporer immédiatement parce que la terre était chaude, la pluie elle s'infiltrait dans le sol. Donc ça a commencé à amener plus d'humidité dans le sol. Il y a eu d'autres variétés de plantes qui ont commencé à pousser. Il y a des variétés de plantes de la forêt tropicale qui ont commencé à s'installer au milieu des pins. Et donc quand les pins ont commencé à grandir, donc ça a commencé à ressembler à ça. Ça c'est vraiment le centre, le siège, ils disent, de cet endroit-là où ils ont commencé à créer ça. Donc il y a des tas d'arbres qui ont commencé à pousser autour. Ils se sont rendus compte aussi, et c'est pour ça que je parlais de comprendre aussi les règles de la physique, ils se sont rendus compte que là, les nuages qui faisaient des centaines de kilomètres au-dessus de la savane, quand ils arrivaient au-dessus de cette espèce d'Eldorado de verre, c'était plus frais, et il se mettait à pleuvoir. Donc les nuages qui avaient fait des centaines de kilomètres au-dessus de la savane chaude, la pluie tombait au-dessus des arbres parce que tout d'un coup, c'était une espèce de zone plus fraîche qui permettait de faire tomber la pluie. Et du coup, ça a commencé à créer de l'eau potable. C'était une zone où ils n'avaient pas d'eau potable, donc il a commencé à y avoir de l'eau potable. Ils ont commencé à pouvoir développer une agriculture, alors que là-dedans, il n'y avait rien. Là, les sols ont commencé à s'enrichir, donc ils ont pu commencer à développer une agriculture sur les lieux. Donc il y avait de l'eau potable, donc les gens ont pu avoir de l'eau potable. Comme c'était la vision un peu de cet homme, il a décidé de distribuer gratuitement cette eau, puisque, je vous ai dit au début, l'économie bleue, on laisse gratuit ce que la nature proposait gratuitement initialement. La nature propose de l'eau gratuitement. Si on propose un système économique, on continue à fournir l'eau gratuitement. On ne rend pas l'eau payante. Donc il a distribué gratuitement l'eau à ses habitants. Et il a commercialisé l'eau, le surplus d'eau ailleurs. Ça a commencé à faire une première source de revenus pour ça. Ils se sont rendus compte au bout de 8 ans, je crois que les arbres avaient que 8 ans,
mais il y a eu une pénurie de résine de pin en Colombie et dans le monde, je ne sais pas où, et il s'est rendu compte du coup qu'il pouvait récolter de la résine de pin sans détruire les pins. Donc juste récolter de la résine de pin, la valoriser, la commercialiser. Donc ça fait une deuxième source de revenus pour cette communauté. C'est une communauté qui a pu grandir. En plus, en Colombie, à cette époque-là, il y avait des guérillas et tout ça, donc c'était plutôt dangereux la Colombie à cette époque-là. Et les gens dans cette communauté, du coup, ils étaient mieux que vivre en ville au milieu des guérillas, quoi. Ils ont pu commencer à développer une agriculture. Ils ont planté des palmiers qui font de l'huile de palme. Alors, au début, on a dit que c'était pas très bien. Là, ils ont fait des biocarburants à base d'huile de palme. En tout cas, ça leur a permis d'être autonomes en carburant. Ils sont devenus autosuffisants en carburant. C'est parmi, je crois, les premiers qui ont créé du biocarburant à base de l'huile de palme. Ils ont créé des éoliennes, ils ont monté des éoliennes pour produire de l'électricité. Ils ont planté des arbres à caoutchouc. Ils ont commencé à avoir une production agricole. Ils ont pu planter des arbres pour faire des noix de cajou. Et donc, ils ont commencé à créer finalement une économie qui était viable et qui permettait aux gens de cette communauté de vivre, en partant d'un territoire où personne n'avait envie de vivre. Le résultat, c'est que le prix du mètre carré de cette zone-là, ça a été multiplié par 3000. Voilà. Donc c'est pour dire que finalement, cette approche écologique, elle a des répercussions finalement sur des choses très palpables dans l'économie traditionnelle. Le prix du terrain a été augmenté de 3000. Voilà. L'état de santé de ces populations a été tellement amélioré qu'il n'y avait plus personne qui allait à l'hôpital et ils ont été obligés de fermer l'hôpital local. Voilà. Je vous donne un autre petit exemple pour illustrer d'un espèce de système un petit peu global comme ça, qui a été créé sur une communauté. C'est l'île qui s'appelle El Hierro en Espagne, donc je crois que c'est au sud des Canaries. Donc je crois qu'ils ne sont pas très touristiques en plus, donc ils ne vivent pas tellement du tourisme, c'est une île assez pauvre. Et donc toute leur électricité, elle était tirée des groupes électrogènes. Donc ils fonctionnaient qu'au groupe électrogène. Des voitures, des groupes électrogènes, donc c'était tout sur de l'énergie fossile. Ils se sont dit on va passer à l'éolien. Le problème de l'éolien, c'est que comment on fait pour stocker l'énergie, puisqu'il y a des jours où il y a du vent, il y a des jours où il n'y a pas de vent. Donc comment on fait pour stocker l'énergie de l'éolien? En même temps, à côté de ça, ils avaient besoin d'eau désalinisée, d'eau douce, donc il leur fallait filtrer l'eau de la mer. Et puis voilà, bon après ils avaient des voitures thermiques comme on a ici. Et en fait ils ont essayé d'avoir une approche justement un peu systémique, se dire bon voilà tous les paramètres qu'on a sur cette île, voilà tous les problèmes, tous les paramètres qu'on a, on va essayer de résoudre les choses au mieux dans leur ensemble. Et du coup ils ont installé un système d'éoliennes. Le système d'éoliennes, donc ils s'en servent pour désaliniser l'eau. Donc quand il y a du vent, ils peuvent désaliniser l'eau. Quand il n'y en a pas, ils peuvent arrêter cette production. Quand il y a du vent, ils font remonter l'eau douce en haut de la montagne. Quand il n'y en a pas, ils la font descendre et ça reproduit de l'énergie, par exemple. Et autre chose, c'est qu'ils se sont dit, on va proposer aux habitants des voitures électriques. Mais c'est la compagnie qui s'occupe de l'installation éolienne qui s'occupe aussi de l'approvisionnement en électricité des véhicules électriques. Les voitures qui sont là-bas, alors je crois alors je sais pas où en est le projet en fait. Je sais qu'ils ont réalisé des choses, mais sur la partie véhicules électriques, je sais pas trop où ils en sont. J'ai pas vu trop de voitures électriques sur les photos, mais bon. Donc ce qu'ils disaient, c'est ils achètent un parc de voitures électriques, ce qui fait qu'ils les ont achetées moins cher que des particuliers qui achèteraient des voitures. Donc les voitures électriques étaient proposées à 8 000 €. Et le service pour avoir de l'électricité, avoir de l'énergie pour sa voiture, c'est 10 € par semaine. Donc ce qui reste des prix finalement très abordables pour tout le monde. D'acheter sa voiture pour 8 000 €, une voiture neuve pour 8 000 € et de faire son plein pour 10 € par semaine en électricité,
c'est des paramètres économiques qui sont accessibles à la plupart des gens, quoi. Et donc, mais seulement, ils n'ont pas dit on va faire des bornes de recharge d'électricité, les gens rechargent en électricité quand ils ont besoin. Ils récupèrent les batteries quand elles sont déchargées et ils les rechargent avec le système d'éoliennes. Et du coup, ça permet de lisser la production électrique. Quand il y a du vent, on recharge les batteries pour les voitures électriques, et quand il n'y en a pas, les batteries, les voitures servent. Donc en fait, c'est une autre capacité de stockage. La capacité de stockage électrique qui est contenue dans les batteries de voitures, elle a été mutualisée pour servir à l'ensemble de l'île et à l'ensemble du système électrique de l'île, quoi. Voilà. Donc c'est encore une approche un petit peu globale et systémique pour résoudre différents problèmes, et du coup à un prix qui est beaucoup plus intéressant et qui est plus accessible pour tout le monde. Donc voilà un petit peu les exemples que je voulais vous donner pour cette présentation. Pour résumer un petit peu l'éthique qu'il y a derrière l'économie bleue, c'est de passer finalement de la bio ou du biodégradable à vraiment quelque chose d'éthique. Dire bon, bio ça suffit pas forcément, biodégradable ça suffit pas forcément, on cherche de l'éthique. Donc 3 grands points importants dans cette éthique, ça serait maintenir la gratuité des biens communs, ne pas détruire le bien commun, considérer que c'est vraiment un délit, que c'est quelque chose de mal et préjudiciable de détruire le bien commun, même le détériorer à petit feu, ça reste quelque chose de négatif. Deuxième grand point important, c'est rester focalisé sur la résilience et le capital social local. C'est se concentrer sur une communauté locale et vraiment améliorer la résilience de cette communauté en utilisant les ressources qui sont présentes localement. Et le but de tout ça, c'est permettre à la vie de prospérer, c'est laisser la vie sur son chemin évolutif, sur sa propriété d'expansion de l'écosystème, de toujours aller vers plus de biodiversité, plus de qualité de vie, des espèces vers plus de prospérité. Donc c'est remettre la vie et la nature sur le chemin de son évolution et sur le chemin de sa prospérité. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'économie bleue. J'ai quelques autres exemples de petites choses que je peux vous présenter après. Je voulais déjà vous parler de tout ça et de l'éthique. Une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de faire cette présentation aujourd'hui, c'est que je trouve que cette approche vraiment d'avoir une logique d'écosystème, de comprendre bien tous les paramètres qu'on a sur un territoire donné, ça demande aussi de créer du coup des dynamiques locales en fait autour de ça, des dynamiques aussi de réflexion. Vous voyez, quand je vous ai parlé au tout début là, de cette approche systémique, pour réussir à monter un modèle comme ça, il faut très bien connaître en fait un territoire. Et moi, ça m'intéresserait éventuellement de commencer à réfléchir à quelles sont les ressources qui sont présentes sur un territoire comme ici, quels sont nos besoins, qu'est-ce qu'on peut produire sur un territoire comme ici, et réussir à relocaliser des choses, relocaliser de l'économie ici. Et c'est un peu la raison de cette présentation, c'est de lancer aussi une dynamique sur le territoire qui est ici. Donc je ne sais pas encore trop quelle forme ça peut prendre, mais cette présentation, c'est un peu une manière de lancer cette idée-là, quoi. Voilà. Ouais, on peut répondre aux questions. Quel type de banque suivent des projets d'entreprises innovantes comme ça, comme celle des arbres là Ouais, non, je sais pas. Non. Oui, voilà, c'est vrai qu'on parle souvent d'eux. Ouais. Moi, je les connais pas plus que ça. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez? On voulait qu'on pose quelques questions, discuter, ou vous voulez que j'ai quelques autres projets que j'ai trouvé sympas, que je peux vous montrer si ça vous intéresse. Je sais pas, qu'est-ce que... Vous voulez que je vous montre? Oui. Ouais, ok. Ok, alors... Moi, il y a un truc qui me plaît pas mal. Donc là, ça sort un peu de la présentation, mais
quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est la spiruline. Et c'est un peu comme le bambou quand on le compare aux minerais et tout ça. Si on regarde la quantité de... Je ne sais pas si tout le monde connaît la spiruline, c'est une sorte d'algue, de micro-algue qui est très nourrissante. Si on compare la production d'1 kilo de protéines grâce à la spiruline, qu'on le compare à la production de protéines avec du bœuf, alors ça c'est la quantité de sol qu'on a besoin pour produire du coup 1 kilo de protéines. Pour produire 1 kg de protéines, on a besoin de 0,6 m² de sol disponible. Et ce n'est pas nécessairement un sol fertile, ça peut être sur un sol qui a été ravagé, qui est toxique ou quoi. On met un bassin au-dessus et avec 0,6 m², on arrive à produire 1 kg de protéines, de spiruline. Avec du bœuf, on est à 190 m² de terre fertile qu'il faut utiliser pour produire le même kilo de protéines. Donc, vous voyez, on a plus de 200 fois plus de terre nécessaire pour produire 1 kilo de protéines avec du bœuf. Et après, donc j'ai mis d'autres... Enfin, c'est pas moi qui ai mis ça, mais je trouve ça intéressant de regarder avec les productions des autres végétaux comme le maïs ou comme le soja. Le maïs, on va avoir besoin de 22 m², avec le soja, on va avoir de 16 m². Donc c'est déjà bien mieux que la protéine animale, mais ça reste beaucoup plus important que la spiruline en consommation de sol. Pour chaque exemple, il y a des pourcentages de protéines. Ça correspond. Oui, voilà, c'est ça, parce que la protéine est très riche en protéines aussi. Donc du coup, c'est vrai que c'est pour ça qu'elle gagne par rapport aux autres. Un autre truc qui est intéressant, parce qu'on se dit, bah oui, mais la spiruline, ça grandit dans l'eau, donc ça consomme de l'eau, c'est pas terrible. Si vous regardez ici la consommation en litres, donc pareil, pour faire 1 kg de protéines, on a besoin de 2100 litres d'eau pour produire la spiruline. Pour produire le bœuf, on a besoin de 105 000 litres d'eau pour produire le même kilogramme de protéines. C'est considérable. Hein. Enfin, on se rend compte. Pour le bœuf, elle est dépensée, elle est larguée, tandis que pour la spiruline, elle est réutilisée pour les Je sais pas. À mon avis, c'est net. Hein. Voilà. Je pense qu'ils considèrent que c'est net, que c'est vraiment de l'eau qui a été consommée, quoi. Elle est peut-être évaporée ou elle part dans la spiruline, je ne sais pas exactement. Mais bon, quand tu compares, c'est incroyable, quoi, hein, la différence. Donc, bon, voilà, pour moi, c'est vraiment des pépites, entre guillemets, quoi. Moi, je trouve que c'est vraiment des sujets qui sont extrêmement intéressants parce que, voilà, des gens qui commencent à s'intéresser à ça, à consommer de la spiruline plutôt que du bœuf, vous imaginez l'impact qu'ils ont sur la planète, quoi, hein, l'impact bénéfique. D'autant que, bon, après, ça, c'est des questions de nutrition, mais a priori, la protéine de spiruline, elle est plus facilement assimilable que la protéine de bœuf. Et elle ne va pas créer d'acide urique. Bon, voilà, donc... Bon, c'est des questions de nutrition, je ne suis pas un expert là-dedans, mais voilà. On a un producteur d'ailleurs ici. Oui, voilà, c'est bien d'en parler. Ah, Saint-Hypo ? À Montoulieu, oui, c'est ça, oui. Vous avez une carte de visite juste ici, oui, c'est bien de parler de lui, Kevin, ouais. Ils sont deux, oui, ils sont deux producteurs. Ouais. Alors une autre initiative qui me paraît intéressante, là, c'est par rapport à ces bioraffineries, en quelque sorte. Donc on parlait des biocarburants qui n'étaient pas une solution quand il s'agissait de brûler du maïs ou brûler des choses comme ça. Là, on a trouvé d'autres façons de produire du biocarburant. Et notamment, donc c'est avec des algues. Donc c'est un peu, là je suis un peu dans la suite de la spiruline. Mais quand on stocke nos déchets ménagers, on a deux types de déchets. Enfin, on peut produire du biogaz avec nos déchets ménagers. Et puis on a aussi des sortes de liquides. Là, c'est les liquides qui traversent les déchets, qui coulent en dessous. Et donc en fait, là, dans ces usines pour produire des algues, pour faire du biocarburant, ils font du biogaz. Donc ils consomment déjà le biogaz. Ils produisent de l'énergie avec le biogaz. Et quand ils brûlent le biogaz, ça produit du CO2. Et le CO2, il est consommé par ces microalgues qui sont dans des bassins. Donc le CO2 qui est émis au moment de la combustion du biogaz,
il est réinjecté dans les bassins ici d'algues, et il est capté par les algues, et les algues elles sont en train de reproduire des chaînes d'hydrocarbures, en fait, puisqu'elles associent l'hydrogène qui est dans l'eau avec le CO2 qui est ici, avec le carbone qui est là-dedans, et elles reproduisent des chaînes d'hydrocarbures qu'on peut utiliser pour faire nos fameux biocarburants. Et donc ils mélangent ça avec les liquides d'épuration qui sont là. Et donc du coup ils arrivent à valoriser. Ça, vraiment, on ne sait pas en faire grand-chose, hein, ces déchets ménagers là, qui produisent des liquides très sales voilà, c'est vraiment quelque chose dont on ne sait pas faire grand-chose. Donc là, déjà, on en fait du biogaz, on arrive à en produire de l'énergie. Et deuxième chose, de ce biogaz, on arrive à reproduire encore des biocarburants. Donc voilà, on arrive à trouver plein de débouchés successifs à un déchet. Ça, c'est un autre truc qui m'a bien plu. Les panneaux photovoltaïques, on est à 20% de rendement pour vraiment les meilleurs panneaux photovoltaïques actuels. On est à 20% de rendement. Mais seulement, en fait, une cellule photovoltaïque, elle peut capter le soleil des deux côtés. Elle permet de récupérer l'énergie par-dessus et par-dessous. Donc on n'utilise que la moitié de sa capacité en ne les utilisant que sur une face. Donc on perd déjà pas mal. Deuxième chose, une cellule photovoltaïque, elle perd de son rendement avec l'échauffement. Donc plus elle chauffe et plus elle va perdre en rendement. Et donc on plafonne avec des cellules à 20% actuellement. Il y a des entrepreneurs qui ont trouvé une solution. Du coup, ils se sont dit, on va réduire la taille des cellules photovoltaïques, mais on va mettre des miroirs et ça va venir taper aussi dessous. Donc du coup, on récupère le soleil par-dessus et par-dessous. Donc la cellule photovoltaïque, elle récupère l'électricité sur ces deux côtés. Elle est optimisée. Ouais. C'est ça. Deuxième chose, ils ont compris qu'il fallait le refroidir pour améliorer le rendement. Donc ils se sont dit, on va faire passer de l'eau et on va récupérer la chaleur de l'eau pour chauffer des bâtiments et pour de l'industrie, pour stériliser des choses, etc. Donc finalement, au lieu d'avoir des panneaux solaires, d'avoir 3 panneaux solaires là, qui font 20% de rendement, on se retrouve avec un panneau qui a 60% de rendement. Ils arrivent à des rendements de 60%. Alors sur l'électricité, ils sont qu'à 10%, donc peut-être on va dire ça produit moins d'électricité au mètre carré, ils produisent que 10%. Quand on dit 10%, ça veut dire que sur un mètre carré, le soleil il nous envoie 1000 watts. Et nous, on arrive à récupérer 100 à 200 watts. Ça c'est vraiment le soleil à midi, il y a 1000 watts par mètre carré qui sont produits, et un panneau solaire il va récupérer 100 à 200 watts par mètre carré. Ici, on arrive à récupérer du coup l'équivalent de 600 watts. Mais on va avoir 100 watts sous forme d'électricité et 500 watts sous forme d'eau chaude. Mais l'eau chaude, finalement, on l'utilise dans beaucoup d'usages pour se chauffer, pour nos douches, ou dans l'industrie, on utilise aussi beaucoup l'eau chaude. Donc ça, je trouve ça intéressant aussi parce qu'on a parlé de l'impact négatif des cellules photovoltaïques, puisqu'on utilise des gaz fluorés là pour c'est dans le processus de fabrication, on utilise des gaz fluorés pour le nettoyer ou je sais pas quoi. Et du coup, ça c'est des gaz à effet de serre qui sont bien plus puissants que le CO2 en fait. Donc là, on diminue la surface des cellules photovoltaïques, donc c'est la partie la plus polluante du panneau solaire, finalement on réduit sa surface. Et en plus, je crois qu'ils font le châssis avec des bouteilles recyclées. Bon voilà, donc ils essaient de valoriser aussi d'autres choses avec ça. Donc ça, c'est encore une petite initiative que je trouve assez intéressante. Voilà. Donc voilà les petits bonus que je voulais vous rajouter par rapport à ça. S'il y en a qui ont envie qui ont des idées par rapport à ça, qui ont envie éventuellement je sais pas exactement dans quelle direction ça va aller ce projet, mais s'il y en a qui ont envie de se joindre à ça, éventuellement qu'on essaie de créer une dynamique autour de ça, je vais vous faire passer une feuille, où vous écrirez votre mail dessus, ou peut-être que tu as déjà fait ça, laisser. Non, c'est ces adhésions. Ouais, voilà, ouais. Donc je vais laisser une feuille, vous pouvez laisser votre adresse mail, et puis après, voilà, vous venez me voir, on en discute, voilà.
Et voilà, merci pour votre écoute. Si vous voulez, on peut faire des échanges un peu libres là avant d'aller se jeter sur les petits fours. Mais Ouais, moi, ce qui me vient en fait avec tous les petits exemples que tu as donnés, des gens qui innovent des trucs et qui ont des idées géniales, il y en a plein. oui, Qui construisent des prototypes, il y en a plein. ouais. Et après, comment on se procure ces choses-là dans la mesure où les banques qui ont vraiment les sous pour pouvoir permettre la production Ouais. de ces trucs n'ont pas intérêt à mettre des sous là-dedans parce que eux, ils sont dans le pétrole. Ouais, alors je sais pas trop, mais en fait, il y a des projets où les banques, quand elles voient que c'est économiquement viable, elles y vont quand même. Alors concrètement ici, je sais pas trop, mais voilà, il y a pas que les, il y a les donateurs privés. C'est vrai qu'il y a le financement participatif qui marche assez bien quand des projets sont bien construits, que les gens savent, enfin voilà. C'est pas, enfin, les gens savent il y aura un retour pour eux aussi d'une certaine manière quand ils font un financement participatif. Mais voilà, on peut trouver aussi d'autres solutions sans forcément passer par les banques. Dans l'idée de rester systémique, en fait, il faut que ce soit des unités de production locales qui s'autosuffisent et qui soient reproductibles ailleurs, quoi. Oui, mais alors du coup, pas forcément en se réinspirant exactement de ce qu'ont fait les autres, Parce que puisque les écosystèmes voilà, sont l'écosystème est différent, c'est ça. Donc il faut vraiment essayer de bien comprendre l'écosystème et se dire quels sont les déchets qu'on a près d'ici, quelles sont les ressources qu'on a. Et les ressources, c'est aussi les ressources humaines, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a, enfin, qui sont les gens qui sont ici, qu'est-ce qu'ils savent faire, enfin voilà, donc c'est vraiment toutes les ressources, quoi. Et il vaudra, enfin voilà, il vaudra mieux s'il y a des gens qui ont des capacités à faire des choses qui ne sont pas exploitées, c'est autant une perte de ressources qu'autre chose, quoi. Donc il faut vraiment essayer d'optimiser l'usage de toutes les ressources présentes sur un territoire. Ouais, il y a d'autres. Ouais, mais en voyant ça, moi je me pose la question, c'est qui pense le système et qui le met en œuvre, quoi. Un système comme ça? Ah oui, c'est ça. Oui, bah c'est sûr que ça demande effectivement une espèce d'organisation un petit peu localement. Voilà. Un problème en soi. Comment? C'est une question en soi. Oui, 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 oui. Oui, ça va pas s'auto-réaliser, quoi. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait quand même une espèce de dynamique qui porte un projet comme ça. Oui, mais ça peut être une volonté populaire aussi. Ça peut être parce que finalement c'est une somme d'entrepreneurs. Parce que là l'objectif c'est que les gens ils en vivent aussi de leur activité. C'est pas ils sortent de l'usine ou ils sortent d'un boulot où ils sont éreintés puis ils vont faire ce qu'ils peuvent à côté pour essayer d'améliorer un peu le quotidien des autres. L'objectif c'est que ce soit viable aussi économiquement pour eux et que du coup ce soit des gens qui puissent y consacrer l'ensemble de leur temps à ces activités, que ce ne soit pas des... Voilà. Ouais. Il y a un élément même qui me paraît presque gênant par rapport à ça, c'est qu'il y a déjà de la récupération, entre guillemets, de la notion d'économie bleue. Et l'un des éléments qui, moi, me fait hurler, c'est de voir toutes les voitures aujourd'hui qui portent un logo vert, par exemple. Bon, elles sont pris du retard, parce que le vert, justement, il commence à être passé de mode, on va dire. Et justement, il y a déjà des voitures blue quelque chose. Ah ouais. Les Allemands en particulier, ils sont vachement forts. Ils sont passés au bleu. Blue motion sur les voitures allemandes. Oui, voilà, bah, ça suffira Ils pas. sont Mais... déjà en train de se dire, le côté économie bleue, il faut qu'on récupère le concept, alors qu'il n'y a rien de pire qu'une bagnole. Ouais, ouais. C'est du greenwashing, c'est du bluewashing. Ils sont déjà dans le blue washing. Ouais. Donc oui, effectivement, c'est pour ça que je fais cette présentation, que je vous sensibilise à ça, parce que je trouve que justement c'est une dynamique qui se fait collectivement en fait. C'est parce qu'il va y avoir des gens qui veulent s'impliquer dans un projet comme ça, qui ont envie que leur activité elle rentre dans cet écosystème. Ouais. Je voulais dire un petit point par rapport à ce qu'on entend sur ce que c'est que la ressource en bois est une ressource renouvelable. Oui. Mmh. Il y a juste un petit point, c'est qu'en fait depuis des milliers d'années, les ressources en bois et en forêt n'ont fait que de diminuer jusqu'à ce qu'on découvre l'énergie pétrolière. Oui. C'est qu'à partir de là, qu'elle a commencé à réaugmenter jusqu'à maintenant. Ouais, On dit maintenant
mais c'est parce on a tellement pillé Oui, avant. les ressources pétrolières que la forêt a commencé à redonner un peu, à revivre un Oui, peu. oui, oui. Ouais. Donc, en même temps, faut être assez Vigilant, méfiant ouais. sur le fait que les ressources en bois sont Oui, oui. renouvelables, quoi. Faut attention au discours. Ouais, ouais. Oui, oui. Bah, d'ailleurs, bah voilà, c'est ça. Si déjà le papier, enfin tu vois, par exemple, si on arrive à remplacer le papier par autre chose, c'est pas mal. Après, il y a d'ailleurs des fois un discours un peu écologique, mais qui serait justement de l'économie verte, de dire achetez-vous des tablettes et des trucs pour remplacer vos bouquins. Je pense pas que ce soit vraiment très écologique. Et d'ailleurs, je crois qu'une page affichée sur un écran plus de 20 minutes, ça consomme plus d'énergie que si on l'avait imprimée. Alors, je sais pas, j'ai entendu ça une fois, c'est qu'un écran allumé, enfin connecté à Internet avec le serveur qui est en train de fournir la page et tout ça, ça consomme une énergie globale qui fait qu'au bout de 20 minutes, ça fait plus que si on se l'était imprimé et qu'on avait éteint l'ordinateur, quoi. Donc, ouais. Pour ce qui est de l'énergie renouvelable, du bois, ça dépend en fait comment la forêt est gérée. Si elle est gérée de manière durable, c'est-à-dire au lieu de faire des coupes rases où on coupe plusieurs hectares d'un coup, où juste on s'intéresse à couper en fait les gros sujets et laisser les petits repousser. Là c'est une énergie qui est renouvelable. Et les petits arbres en fait ont une croissance Oui, voilà. exponentielle, quoi. C'est encore en tenant compte de la capacité de charge de l'écosystème, en se disant combien d'arbres la nature est capable de refaire pousser. Et du coup, sans doute que si on remplaçait tout le pétrole par les arbres, on n'aurait plus de forêt, quoi. Donc c'est sûr que... Il n'y a pas que le phénomène du renouvellement qui doit être égal. Oui. Il y a aussi que l'arbre, la forêt, elle induit aussi tout un écosystème. Oui, bah oui, 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 oui. Et que c'est un système vivant, c'est pas que une matière à considérer. Voilà, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Oui, oui, oui. Ouais. Sachant que faire du papier, c'est pas des forêts, hein, c'est de la monoculture. Oui, c'est de la monoculture. Ouais, c'est ça. Oui, oui, c'est... Oui, Oui, il n'y a pas d'animaux qui vivent là-dedans. c'est de la forêt. Ouais, c'est pas de la forêt, ouais. Ouais, ouais. J'ai vu un post là il n'y a pas longtemps, il y a une boutique aux Pays-Bas qui ont lancé zéro plastique et ils ont trouvé une matière plastique à base de plantes en fait, Ouais. ce qui est biodégradable. Moi, je m'étais toujours dit si j'étais chercheur en biologie, j'imaginerais un espèce de cellophane qui fond dans l'eau et avec lequel on peut arroser les plantes et qui les fertilise. Ouais. Et il faut aller dans ce sens-là pour les plastiques. Parce Je crois qu'il y a déjà ça. Bah, oui, bah, Cellulose. je sais pas, il y a ces papiers biodégradables là, ces plastiques biodégradables qui font. Ils sont obligés dans les supermarchés maintenant, il y a ça pour les fruits et légumes. Bah, je pense que c'est pas la panacée, hein, c'est vrai que. De toute façon, c'est sûr qu'il va falloir qu'on change notre modèle de consommation, quoi, parce que. des déchets réutilisés. Bah oui, oui, enfin. Obligatoire, parce que dans le volume. Oui, il y a quand même un problème au niveau du volume. Humaine, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, même là, comme vous parliez de la production de batterie, par exemple. Oui, oui. D'un coup, on prenait un point zéro et on dit on arrête la production de batterie normale, on la fait avec un nouveau système. Oui, oui, oui. Là, si on le fait pour tout le monde, la ressource elle est éteinte. Ouais. Donc on va être obligé de choisir qui a le droit à sa batterie. Ouais, ouais. Il y a un retour en arrière à faire, c'est énorme. De toute façon, Ouais. il faut le faire. Non, je trouve que la solution, c'est vraiment le système, quoi. Parce que là, ils ont remplacé les sacs plastiques par du maïs, mais ça fait des champs de maïs énormes, alors que si on valorise un déchet d'une production qu'on peut transformer en bioplastique... Oui, tu veux dire un truc un peu circulaire, quoi, en fait. Voilà, Hein. quoi, un Ouais. truc qui ne sert pas dans une production qui existe déjà, plutôt que de planter des champs de maïs ou de colza pour faire du plastique. Mais c'est vrai qu'après, voilà, si on peut... Bon, il y a plein de choses aussi où on peut se passer. Quand on peut faire sans, c'est mieux de faire sans, quoi. Voilà. En fait, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais la première chose, c'est faire sans quand on peut faire sans. Hein. Et c'est revenir aux besoins de base, quoi. C'est se focaliser sur les besoins de base et faire sans quand on peut faire sans, quoi. Faire sans ou avec des déchets, parce qu'effectivement, Oui, oui, oui. il y a même souvent derrière les déchets une idée de coût. C'est-à-dire que par le biais d'une réflexion économie bleue, on peut avoir non seulement gratuitement, mais à prix négatif,
Oui. la matière première qui va servir à faire le produit. Il y a un On cas... va se faire payer pour récupérer un déchet qui casse les pieds à quelqu'un. Il y a un cas pratique d'économie bleue, c'est que, je ne sais pas, c'est en Italie, il y avait une raffinerie pétrolière à l'abandon. Enfin, l'industriel donc s'était mis en faillite, donc c'est ce qui arrive généralement, c'est la faillite programmée, et puis on laisse finalement le bébé à la collectivité, quoi, hein. Donc il y a une raffinerie à démanteler, il y a des chômeurs, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Donc, les entreprises se sont enrichies pendant des années. Donc ça, c'est d'ailleurs peut-être aussi un point à revoir par rapport au système de responsabilité limitée des entreprises, de dire entreprise à responsabilité limitée, ça veut dire quoi? Ça veut dire la responsabilité, après, c'est pour le bien commun. Donc, et c'est à la collectivité. Donc ça, c'est un peu quelque chose maintenant qu'on pense être normal, mais qui l'est pas forcément, quoi, la question de la responsabilité limitée. Non, donc du coup... ces raffineries, elles ont un coût pour la société et il y a une entreprise qui s'est proposée de reprendre cette raffinerie. Elle a été financée pour la prendre et elle l'a transformée en bioraffinerie. Donc on l'a payée pour avoir, enfin voilà, quelque chose qui avait de la valeur pour elle, mais pour la société, ça avait un coût. Et donc ça lui a permis de créer une bioraffinerie et elle transforme du coup des matières végétales. Et les matières végétales qui sont transformées, c'est des chardons. Il se trouve qu'il y a plein de chardons qui poussent naturellement autour et ils transforment les chardons pour faire du coup des bioplastiques, des lubrifiants, enfin des choses comme ça, des choses qu'on a besoin dans notre système, des lubrifiants, mais au lieu que ce soit des lubrifiants à base de pétrole, ils sont à base de chardons qui sont récoltés dans ces champs et voilà. En tout cas, ils ont suffisamment de chardon pour faire tourner cette usine chaque année, quoi. Les chardons repoussent chaque année, il y en a suffisamment pour... voilà. Et... Oui, voilà. Est invasif et ils ne savent pas comment s'en débrouiller. Alors que là, justement, il y a quelqu'un qui vient et qui est bien content que ça puisse partir. Voilà. Donc peut-être qu'au bout d'un moment, ils ne pousseront plus, mais en tout cas, pour l'instant, ils ont des chardons et ça leur sert pour alimenter cette bioraffinerie. C'est en France? C'est en Italie. Et l'entreprise s'appelle Noramont, c'est le géant industriel de la bioraffinerie qui a racheté, du coup, qui a été financé pour reprendre cet endroit et du coup reprendre les gens qui travaillaient là-bas. Ils n'ont pas fini au chômage, ça a recréé de l'emploi. Et donc ça, c'est aussi une ressource locale à valoriser, quoi. On avait une industrie, on avait des gens qui étaient qualifiés là-dedans et ils ont su le valoriser, quoi. Il y a des trucs comme les noyaux d'olive, par exemple, en Espagne, qui sont utilisés pour être brûlés. En fait, c'est un déchet. D'accord, ouais. Ils sont brûlés et ils servent à chauffer. Alors, je ne me rappelle plus de la ville, mais ils chauffent les gymnases, d'accord, ouais. les organismes publics et tout ça. Oui, voilà, bon, ça c'est... Et ça, comme je le disais dans la présentation, brûler, c'est le moins pire, mais souvent on peut les valoriser mieux que ça, quoi. Et par exemple, il y a la tomate. Bon là, le déchet n'est pas très important sur de la tomate. On a 3% de déchets quand on fait de la sauce tomate. C'est les pépins et c'est la peau. Mais c'est des matières qui sont très riches et on arrive à faire des pigments, du coup rouges, naturels. Donc on peut faire des rouges à lèvres qui ne sont pas toxiques à base de ces pigments de tomate. Et on peut faire aussi de la crème solaire naturelle à base de composants qui sont compris dans la peau de tomate. Donc là, habituellement, ils sont détruits, mais en fait, on peut les valoriser autrement, quoi. Donc tu vois, en fait, il y a peut-être des choses à faire avec les noyaux d'olive. Si quelqu'un se penche dessus et se dit qu'est-ce qu'on peut faire de ces noyaux d'olive. L'important, c'est le chercheur. C'est celui qui va se dire qu'est-ce qu'on peut faire de ça. Ouais. Mais après, des fois, chacun, c'est ce qu'on disait, chacun à sa mesure peut trouver une idée qui va contribuer, quoi. Il y a des gens qui sont très brillants sur la chimie, qui vont pouvoir nous aider sur ça, et puis il y en a d'autres qui vont être brillants sur d'autres choses, la connaissance des plantes de la montagne, la connaissance du territoire, la connaissance des populations, en fait, les compétences de tout le monde sont... Voilà, et puis... Ça arrive à pas se faire racheter le process après aussi. Mais en fait, mais en fait... Et qu'elles sont avantageuses pour le commun de tout le monde. Au bout d'un moment, si le projet il est viable, très peu de gens le
Ouais. de l'attraper. Mais en fait, bon, à voir en pratique, hein, c'est à voir en pratique, mais a priori, ça ne va pas pouvoir intéresser vraiment quelqu'un d'autre parce que ça va être tellement adapté à l'écosystème local qu'une grosse entreprise, elle sera démunie devant ça, en fait. Elle ne pourra pas reprendre le truc, puisque... On va venir le chercher et le transporter jusqu'à un autre endroit, comme ils font par exemple pour le raisin, je veux dire. Ils prennent Oui. le raisin à un endroit pour faire Oui, le mais raisin. alors, à la limite... Oui, si ça s'inscrit dans un, Oui. dans un réseau d'autres Ouais. personnes au niveau local, ils ne peuvent pas prendre un maillon de la chaîne, puisque c'est un maillon d'une boucle. Oui, Oui, Donc on ne peut pas vraiment on ne prendre peut pas un maillon de déstabiliser la boucle. localement. Ouais, ouais. Oui, ça fonctionne avec les autres, en fait. l'idée, ouais. Un truc pris indépendamment, ça ne va pas fonctionner. C'est le modèle qui est transportable, c'est pas le. Oui, le modèle est transportable, mais ça demande plein d'acteurs. Voilà. D'où Moi, je l'idée. posais la question, Vas-y. Didier disait, mais qui va à un moment donné créer Oui, alors, ces synergies au niveau Ouais. de plusieurs entrepreneurs sur un Oui, oui, oui. territoire, le tableau complexe là, que Ouais, t'as, ouais, ouais. Est-ce qu'il y a des exemples où vraiment sur des Non, territoires, ouais, à c'est ça. quelle échelle Alors, oui, en fait, oui, des fois, effectivement, tu as des... des fois, c'est un point politique. C'est où Quimper, je crois. Oui. À Quimper, ils se sont vachement intéressés à l'économie bleue. Et du coup, ils ont voulu créer une espèce de dynamique. Alors, ça doit être en rapport avec la mer, à valoriser l'océan, valoriser leurs ressources locales. Donc, ça a été un projet de la Chambre de commerce et d'industrie qui s'est dit, nous, on veut redynamiser notre territoire. Et du coup, on va essayer de s'inspirer de ce système-là. Donc des fois, il y a des volontés politiques qui se font, mais pas forcément, quoi. En Chine, le gouvernement chinois s'intéresse à l'économie bleue parce que eux, la pollution, ils l'ont sous le nez, en fait. Ils ont pas le choix. Ils se rendent compte qu'il manque d'eau, qu'ils ont des populations qui sont en mauvaise santé, que la qualité de l'environnement est en train de se dégrader. Donc eux, ils cherchent des solutions et voilà. Donc il y a des fois des volontés politiques. La volonté politique en Chine, elle est un petit peu centralisée. Oui, voilà, là, elle est très directive, la volonté politique, là-bas. Pareil, faut pas... Oui, oui, oui. Un peu directif aussi en France. Mais il y a plusieurs acteurs. Nous, il y a un peu des entreprises, un peu de l'État. Il y a une fondation. Ah oui, du coup, ça peut vous intéresser si vous voulez aller un petit peu plus loin là-dessus. Donc Gunther Pauli, c'était un chef d'entreprise en fait. Il y avait une grosse entreprise, un chef d'entreprise belge qui avait une grosse entreprise de détergents, donc fameux détergents biodégradables, Ecovert. C'était le PDG d'Ecovert. Et donc il était très très fier. Donc tous ses salariés allaient au travail à vélo. C'était une usine qui avait été construite en matériaux de récupération. C'était une usine écologique et il faisait des détergents écologiques. Donc il était très très fier de ça. Et on l'a invité en Indonésie, il a vu la production de l'huile de palme et il a pris conscience de ce qu'il était en train de faire et il a quitté ce poste de PDG chez Ecovert et il s'est impliqué dans ce projet-là sur l'économie bleue. Il y a une fondation qui a été créée qui s'appelle la fondation ZERI, Z-E-2-R-I, je crois. Et donc c'est une fondation justement qui essaie de rassembler ces idées qu'il y a un peu partout dans le monde et porter ce genre d'initiative, soutenir des initiatives un petit peu comme ça. Il y a un site qui est intéressant, donc c'est en anglais, je crois que c'est blueeconomy.org ou blueeconomy.com et il y a 130 projets, donc c'est 130 exemples. Moi je vous en ai donné quelques-uns là ce soir. Il y en a 130 au total, des tas d'idées comme ça. Des bateaux de pêche sans filet qui vont faire remonter les poissons avec des bulles d'air et qui vont sélectionner que les poissons qui ne portent pas des œufs. Puisque en fait, le problème de la pêche, c'est qu'on pêche des poissons et des femelles qui portent des œufs, des milliers d'œufs, et qui pourraient du coup continuer à pérenniser le poisson. Donc il n'y a aucune espèce qui pêche des poissons femelles qui vont mettre bas, puisque les dauphins, ils savent que s'ils veulent encore avoir du poisson à manger l'année prochaine, il vaut mieux laisser les femelles faire des petits. Et nous, on pêche tout, on massacre tout. Donc il y a des bateaux qui ont été mis au point qui permettent de sélectionner que les poissons qui ne sont pas les femelles avec les œufs. Bon voilà, mais des exemples comme ça, il y en a 130. Oui, oui, oui. Non, mais bon, tu vois, c'est pas sélectionner que les mâles, mais en tout cas, c'est que les femelles qui sont prêtes à mettre bas, ils les laissent, quoi, tu vois.
Comme on ferait d'ailleurs, tu vas pas tuer une bête, une femelle qui va mettre au monde un agneau, quoi. Tu vois, ça paraîtrait complètement aberrant, quoi. On attend qu'elle ait mis bas, quoi. Donc, mais voilà. Pour répondre à ce que tu dis, il y a un bouquin qui s'appelle 1 million de révolutions tranquilles, qui a été écrit par une femme qui a fait un tour du monde parce qu'elle avait l'intuition qu'il se passait plein de choses pas médiatisées. Et effectivement, il y a énormément de choses comme ça qui se sont mises en place par des volontés populaires, soit parce que ça avait été désertifié suite à des faillites d'usines, etc. Soit À l'échelle de micro-territoires. ouais, sur des micro-territoires. Et puis il y a un exemple en Inde de quelqu'un qui a suivi un petit peu ce genre de projet de reforestation d'un désert, en fait, en partant des mêmes principes, hein, planter des arbres, puis ça rafraîchit, etc. Et en fait, c'est un écosystème qui s'est recréé, sur lequel le gouvernement indien a pris modèle pour d'autres endroits. Donc ça dépend, en fait. Il y a des initiatives comme ça citoyennes qui restent locales et d'autres qui sont copiées. En fait. Et il est intéressant, parce qu'il y en a vraiment. Et souvent, c'est à partir d'une béance, d'un endroit de fragilité, on recrée un écosystème et on repense tout. Et en tout cas, l'exemple de la Colombie. D'ailleurs, ils ont obtenu des financements d'ONG internationales. Là, en Colombie, ça a vraiment eu un impact important. Ils se sont rendus compte que c'était très... ça avait eu des répercussions vraiment intéressantes. Les moustiques, par exemple. L'élevage industriel des moustiques. Et le site Comment tu l'appelles? Je connais pas. Chamengo? Chamengo, S-H-A-M-E-N-G. D'accord. Et c'est un site où des gens font des petites vidéos de quelques minutes sur leurs innovations. Et il y en a partout dans le monde. Ah ouais. Des petits génies avec des polystyrènes à base de cheveux. D'accord, ouais. Bon, on en reste là pour aujourd'hui. On en refera une. Merci à vous.